Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, peut-être que certains d'entre vous me connaissent sur YouTube. Alors, l'exercice du TEDx, c'est une première pour moi de mon côté. Je vais devoir avoir un rythme un peu plus posé. Je vais pas pouvoir faire de jump cut. Et je vais devoir, finalement expliquer les choses de manière un peu plus lente. Mais écoutez, c'est un exercice comme un autre. Mais dans tous les cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui adore à chaque fois m'intéresser à toute l'actualité technologique qui peut arriver. Je fais énormément de veille, que ce soit de lire des articles, que ce soit de lire des blogs, des médiums ou autres. J'adore me dire qu'on arrive toujours dans un monde qui évolue énormément, avec des technologies qui impactent notre monde énormément. La dernière révolution numérique, grande révolution numérique qu'on a pu vivre sur ces dernières années et qu'on vit encore aujourd'hui, c'est l'arrivée d'Internet. Je pense que tout le monde utilise Internet dans cette salle. Pourtant, Internet, ça n'a que 20 ans dans le grand public, le web 2.0 qu'on utilise tous les jours. La première fois qu'on a utilisé ce terme, c'était en 2003, et il a fallu attendre les années 2008-2010 pour que vraiment ça commence à se démocratiser, et que maintenant, dans les dernières années, presque tout le monde a la fibre. En tout cas, j'espère pour vous, sinon j'en suis fort désolé. Mais aujourd'hui, une technologie qui n'était pas là il y a 20 ans est devenue nécessaire pour tous. On ne pourrait même pas vivre 24 heures sans cette technologie. Et maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est que malgré toutes les technologies qui arrivent, que ce soit la réalité virtuelle, que ce soit la blockchain, que ce soit du coup même le web 3.0 comme on l'appelle, qu'est-ce qui va être la prochaine révolution numérique? On peut parler des monnaies, des crypto-monnaies, on pourrait parler effectivement de la blockchain, des métavers, mais je ne pense pas que ce soit tout ça. Tout ça, ce ne sont que des évolutions assez logiques de ce qui existe déjà. Non, pour moi, la prochaine révolution, et qui va vraiment impacter le monde de tous, ainsi que le travail de tous, c'est cette page web. Cette page web que vous connaissez peut-être, qui ressemble un peu à une page de recherche Google, mais qui est très différente dans son fonctionnement. On va parler aujourd'hui de ChatGPT, pour Generative Pre-trained Transformer. Malheureusement, ça fait GPT en français, on n'est pas très gâté, mais dans l'idée, ce sont des moteurs de recherche surboostés, des sortes de Google qui vont fonctionner de manière beaucoup plus puissante. En général, justement, je parlais de révolution numérique avec Internet, et surtout avec Google. Le fait de faire une recherche sur Google est quelque chose d'assez commun. Tout le monde sait faire une recherche Google. Et tout le monde fait des recherches Google de manière quotidienne. Le truc, c'est que jusque-là, quand on fait des recherches du style, la machine ne fait que nous donner un retour du résultat qu'on veut. On va demander une recette de cuisine, on va avoir une dizaine de sites qui vont nous donner une recette de cuisine grâce au moteur de recherche. On cherche à s'informer sur la photosynthèse. Très bien, il y aura énormément de ressources, mais les ressources seront accessibles sur des sites tiers. La plateforme, entre les deux, tout ce qu'elle va faire, c'est nous donner l'information. La grande différence maintenant, c'est que nous commençons à arriver sur des réseaux neuronaux, dans le sens où maintenant les moteurs de recherche, entre guillemets, vont récupérer toutes les données et faire une synthèse de la réponse. Je donnais l'exemple de la photosynthèse. Quelqu'un peut demander justement des informations plus précises sur ce sujet, mais de manière beaucoup plus concise, eh bien, c'est quelque chose de possible, quelque chose qui n'était pas possible avant. Toutes ces technologies-là, elles sont même utilisées pour les cours. Je ne sais pas si certains d'entre vous, en programmation, par exemple, c'est énormément utilisé. Il y a moyen de demander un bout de code directement et le tout va être donné par ChatGPT, quel que soit le langage, parce que la bibliothèque est folle. Il faut se dire qu'actuellement, ChatGPT 3, c'est celui qu'on utilise, a 175 milliards de critères différents qui peuvent être utilisés. C'est inquantifiable pour le cerveau humain. C'est impossible de se rendre compte ce qu'est 175 milliards. Et le truc, c'est que justement, tout ça est extrêmement récent. On entend parler d'intelligence artificielle depuis de nombreuses années. C'est souvent galvaudé pour les téléphones, c'est plus des algorithmes. Mais des intelligences artificielles comme celle-ci, comme le réseau neuronal, celle-là n'existe que depuis 6 mois, depuis le 30 novembre 2022. Le 5 décembre 2022, il y avait déjà 1 million d'utilisateurs d'un outil pareil. Depuis janvier 2023, il y a plus de 100 millions d'utilisateurs de l'outil. Et ça ne fait que grandir. Tout le monde est en train de s'y intéresser, même Google tremble, et Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, la société qui fait ça derrière, pour justement prendre la place de moteur de recherche du Google. On en est à ce stade-là, et c'est pour ça que ça risque d'énormément impacter notre monde, parce que ça va être utilisé dans absolument tous les domaines. Là, je vous donne des exemples, mais par exemple, il y a d'autres usages que juste des phrases classiques.
Il y a des intelligences artificielles qui existent depuis bien plus longtemps. On peut parler de DALL-E qui existe depuis 2019-2020, où on peut demander avec une simple phrase un rendu 3D d'un poisson dans un bocal, et toutes ces images seront générées. On n'est pas sur des images qui sont faites directement, qui sont récupérées sur Google Images. Non, non, ce sont des images qui ont été créées spécifiquement pour cette recherche, avec toutes les possibilités, avec tout ce qui existe du coup dans son cerveau. Ces informations, tout ça a été créé à partir de ces informations-là. D'autres cas d'usage, vous avez besoin d'une voix pour faire un talk typiquement, ou même d'un visage, tout ça peut être fait directement. Et c'est le fait de vraiment utiliser les réseaux neuronaux pour pouvoir remplacer énormément de tâches. Et d'où le fait qu'énormément de métiers vont complètement changer. À chaque fois, on dit que les premiers métiers qui vont disparaître, ça va être les métiers assez exécutifs, que ce soit hôte d'accueil, que ce soit les métiers en usine. Mais avec ce qui se passe en ce moment, avec la révolution qu'on est en train de vivre depuis juste 6 mois vraiment avec ChatGPT, ce ne sera pas les premiers métiers qui vont disparaître. Les premiers métiers qui vont disparaître, ce sera les métiers beaucoup plus numériques, les métiers beaucoup plus créatifs. Comme on l'a vu, typiquement, on peut faire quelque chose de créatif directement avec ChatGPT. On peut remplacer une voix. Le travail de youtubeur pourrait être remplacé. Ça existe déjà des youtubeurs complètement numériques qui n'existent pas ou qui n'ont même pas de voix et qui sont complètement faits par de la synthèse, avec des textes qui parfois sont aussi écrits par une intelligence artificielle. Et par exemple, pourquoi s'embêter encore à avoir un graphiste quand on peut juste faire un dessin sur Paint et à partir de là, d'avoir un dessin extrêmement détaillé de ce qu'on cherche à avoir. C'est aussi la question qui peut se poser du côté d'une entreprise. Finalement, on peut avoir des résultats en quelques secondes. On peut avoir un article écrit en quelques secondes plutôt que d'appeler un pigiste pour pouvoir le faire, ce qui va prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures, alors qu'il suffirait juste de demander cette information, d'avoir un article de tant de signes, et tout ça pourrait être sorti par une intelligence artificielle. Et des entreprises l'ont déjà compris. Netflix a commencé à travailler typiquement avec des intelligences artificielles. Là, nous sommes sur un animé sorti sur Netflix Japon, Le chien et le garçon, exactement. Et tous les paysages de cet animé ont été faits, comme vous pouvez le voir, par une intelligence artificielle. C'est littéralement comme ça que c'est crédité. Si ça n'avait pas été crédité tel quel, personne n'aurait su que c'est une intelligence artificielle qui est derrière. On arrive à des niveaux où ce n'est plus discernable entre ce qui est fait par la machine et ce qui est fait par l'homme. Et au point que même des concours sont gagnés par des intelligences artificielles. Un cas qui s'est passé en juillet 2022, où justement un concours a été gagné par Midjourney, une intelligence qui permet de générer des images, où un utilisateur a juste mis une simple phrase, la phrase du concours, c'est sorti avec cette œuvre d'art-là, et il a gagné le concours. Devant tous les artistes qui ont passé des heures, voire des jours, des semaines, tout ça a été balayé par quelque chose qui a pu être dessiné en l'espace de quelques secondes. Évidemment, il y a beaucoup de rage, de haine par rapport à tout ça, parce qu'on se rend compte à quel point ça va vite. Imaginez dire en 2020 que des intelligences artificielles allaient complètement dépasser l'homme sur plein de points. C'est totalement inimaginable. Et aujourd'hui, ça va tellement vite qu'il faut réussir à s'y habituer et qu'il faudra s'y habituer. On peut même justement des œuvres qui peuvent être complètement modifiées, des anciennes œuvres où on va pouvoir totalement les étendre. Là, nous sommes sur Stable Diffusion, qui va permettre de savoir tout ce qui se passe autour de l'œuvre et d'avoir toutes les informations autour. Il y a même des cas de tribunal qui vont être plaidés par un avocat en intelligence artificielle. Peut-être, on se pose la question de pourquoi on ne ferait pas de la justice grâce à ça. Pourquoi laisser l'homme et l'émotionnel alors qu'on pourrait laisser du coup, des intelligences qui sont beaucoup plus aptes, qui ont beaucoup plus de critères et qui ont absolument toutes les ressources pour pouvoir juger ça de manière impartiale. Il y a énormément de questions qui se posent, comme des questions de droit d'auteur avec l'œuvre qu'il y avait avant, comme des questions de droit tout court. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de zones d'ombre, comme finalement sur la révolution numérique qui est Internet. Internet a 20 ans, il y a encore plein de points sur lesquels on se pose encore des questions. Les questions de cyberharcèlement, on se pose des questions sur du droit d'auteur quand quelque chose est reposté à droite à gauche. Et là, en l'espace de 6 mois, on essaie de mettre du coup des limites sur quelque chose qu'on n'a pas réussi à mettre en 20 ans sur une autre technologie. Pour vous donner une idée, actuellement, comme je vous disais, ChatGPT 3 fonctionne avec 175 milliards de critères. Comme je vous le disais, c'est très très difficile de se rendre compte de ce que c'est 175 milliards. Et bon, hasard du calendrier, aujourd'hui, OpenAI a annoncé ChatGPT 4, qui fonctionne sur 100 000 milliards de critères. Pareil, 100 000 milliards de critères, ça veut rien dire. C'est incompréhensible. 100 000 milliards de critères, c'est ça, par rapport à comment ça fonctionnait jusque-là. On avait peur d'une intelligence qui fonctionnait littéralement 571 fois moins
que celle qui vient de sortir aujourd'hui. Pour vous rendre compte à quel point il y a énormément d'évolutions possibles et à quel point, justement, plein de métiers peuvent être changés. On parlait de métiers graphistes, mais il existe des outils pour faire de la comptabilité grâce à ça qui vont pouvoir peut-être remplacer les comptables. On a vu au niveau des avocats. Peut-être que ça va aussi complètement remplacer, peut-être que ça sera plus intelligent, peut-être que ça coûtera moins cher. Il y a toutes ces questions-là qui vont se poser. Et pour vous donner une idée à quel point il y a moyen de faire encore plus de choses, aujourd'hui, la nouvelle version permet même de savoir si sur une image, quelque chose est inhabituel. Se dire qu'un ordinateur peut comprendre que quelque chose est bizarre sur cette image. Alors qu'à la base, un ordinateur, tout ce qu'il fait, c'est répondre de façon à la question à laquelle qu'on lui pose. Et là, il y a vraiment cette question de réflexion de l'ordinateur. Pour vous donner un autre exemple, avant, un réseau neuronal du style ne pouvait pas comprendre une blague, ne pouvait pas comprendre quel était du coup, le point de la blague, ce qu'il y avait à comprendre dans cette dernière. Aujourd'hui, ce même réseau neuronal, avec le fait qu'il fonctionne avec 600 fois plus de critères, arrive à comprendre la subtilité d'une blague. Encore une fois, ça peut paraître complètement bête, mais ça veut dire qu'on s'approche de quelque chose qui se veut le plus humain possible, le plus humanoïde. Peut-être qu'avec toutes ces technologies-là qui apparaissent vraiment depuis 6 mois, même si ça fait 2 ans que ça existe, mais qui évoluent énormément avec l'arrivée d'OpenAI, on se dit que peut-être que l'Android n'est pas si loin que ça. Il suffirait même derrière de faire ça avec d'autres outils et il y aurait moyen d'aller plus loin. Et pourquoi finalement on en a peur ? Parce que ça risque de changer, comme je disais, tout ce qu'on voit au niveau du travail, mais même au niveau de l'apprentissage. Aujourd'hui, ChatGPT est capable d'être étudiant à Stanford. Il arrive à passer tous les tests de Stanford. Ce n'était pas le cas avec l'ancienne version, qui était tout de même pas trop mal. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà rendu des travaux grâce à cet outil. Je ne le dirai pas à vos profs. Mais avec cette nouvelle version, il y a moyen d'arriver dans des universités supérieures et d'avoir des résultats bluffants, des résultats qui vont dépasser n'importe quel élève qui apprend depuis des années et des années. Ce qui fait qu'énormément d'ailleurs d'écoles en ont peur, un peu comme beaucoup d'écoles avaient peur d'Internet. Sciences Po a interdit l'usage de ChatGPT au point de pouvoir exclure des étudiants s'ils utilisaient cet outil. Comme plein d'écoles interdisaient Internet à l'époque où, dans les années 2010-2015, où c'était encore assez nébuleux, où plein de gens en avaient peur, où du coup on nous apprenait même à faire de la programmation sur papier pour éviter d'utiliser les outils à droite à gauche. Alors que finalement, si vous développez aujourd'hui, vous le savez que vous développez en cherchant sur Stack Overflow. Mais pour autant, c'est pour ça que je pense que ces technologies-là, il faut s'y intéresser le plus possible parce qu'elles vont avoir un réel impact et surtout pour pouvoir les embraser et pas les combattre. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont fait avec Internet, de vouloir combattre son fonctionnement, de vouloir combattre sa popularisation et qui finalement sont tombés pile poil dans la fracture numérique. Ce qui fait que beaucoup de gens ont énormément de mal avec ces outils et ont un retard vraiment important. Avec cette technologie-là, ça sera la même chose si du coup beaucoup de gens sont réfractaires à l'utiliser. Pour vous donner d'autres exemples de comment ça pourrait être utilisé, on l'a vu dans le dessin, etc., on pourrait, par exemple, l'utiliser avec des humanoïdes. Et là, on arriverait vraiment sur des androïdes qui fonctionneraient. Je pense que vous connaissez ce petit robot de Boston Dynamics, Atlas, qui sont du coup des robots qui sont complètement humanoïdes et qui peuvent se mouvoir de façon assez impressionnante. Mais pour autant, ce sont des robots qui sont actuellement bêtes, dans le sens où tout ce qu'ils vont faire, ça va être des tâches qu'on va leur donner. Et ils ne vont pas réfléchir plus loin. Si on arrive derrière à mettre des technologies du style, des réseaux neuronaux directement dans des robots comme ça, ce robot pourrait de lui-même décider quelle est la meilleure option pour un chantier, quelle est la meilleure option pour porter telle ou telle charge, quelle est la meilleure option pour faire la suite de ce chantier. Et ça pourrait être le cas sur énormément de métiers différents. C'est pour ça que actuellement, c'est plus les métiers plus numériques qui vont être impactés, mais à force, à terme, ce sera tous les métiers qui vont être touchés, une fois que du coup, on pourra vraiment combiner toutes ces technologies-là. Évidemment, je pense que vous le savez, il y a énormément de dérives possibles avec ça. Je pense que vous pensez typiquement à la dérive du deepfake, qui peut vraiment donner aussi quelque chose. Je pense que vous avez déjà vu quelques vidéos deepfake comme celle-ci. Et ce qu'il faut se dire, c'est que cette vidéo-là, elle a 4 ans. Elle a 4 ans et demandé énormément de ressources. Ici, il faut un acteur, il faut que quelqu'un fasse la synchronisation labiale, il faut que quelqu'un derrière fasse le rendu sur des machines extrêmement puissantes. Et finalement, c'est pas quelque chose de très facile à faire. En tout cas, c'était pas encore quelque chose de très facile à faire. Et pourtant, plein de gens se sont fait avoir. Il y a eu énormément de cas où on a pris des politiques très importants pour leur faire dire tout et n'importe quoi. Et cela pourrait arriver pour n'importe qui une fois que ce serait plus accessible.
Pour vous donner encore un exemple avec, du coup, ce fameux ChatGPT 4, c'est que maintenant, l'exemple qu'on a vu juste avant, en une demi-heure, avec ChatGPT 4, il est possible de prendre quelques photos de Barack Obama et de le mettre dans n'importe quelle situation. Les 2 photos qui sont en dessous, du coup, sont derrière des photos qui sont utilisées et à partir de là, on va pouvoir le mettre dans n'importe quelle situation. Je vous laisse imaginer toutes les dérives possibles. Si vous avez un compte Instagram, quelqu'un prend 10 de vos photos et il peut faire absolument ce qu'il veut de votre tête, de votre corps, de tout ce qu'il veut. Encore une fois, des questions de droit qui vont se poser. Mais par contre, de l'autre côté, on va pouvoir faire des choses incroyables. Je vais donner l'exemple de Duolingo qui a présenté quelque chose aujourd'hui, qui permet d'avoir un outil pour justement apprendre les langues directement grâce à ce réseau neuronal, ce qui va permettre d'avoir vraiment un coaching complètement personnalisé plutôt que d'avoir des cours qui vont être par rapport à telle ou telle langue. Là, on aura vraiment quelque chose pour la personne et qui sera vraiment personnalisé. Il faut vraiment voir tous ces réseaux neuronaux, toutes ces intelligences artificielles comme des outils. Comme Internet est un outil. Internet peut être un outil formidable pour s'enrichir, comme Internet peut être un outil dévastateur pour scroller 19 heures sur TikTok. En fait, c'est les 2 facettes d'un outil du style. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas à chaque fois se dire qu'il va falloir diaboliser ça. Dans le sens où derrière, on va vraiment avoir des cas d'usage dans tous les sens. Et ça, qu'on le veuille ou non. Donc, si vraiment ça vous intéresse de voir comment tout cela va évoluer, je vous conseille d'accéder déjà à ces outils car ils sont encore gratuits pour le moment et cela risque d'être de moins en moins le cas. Et aussi parce que plus vous connaîtrez ces outils, plus vous vous rendrez compte que ce qui vient de ces outils-là et ce qui n'en vient pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné plein d'exemples, mais en vous disant ce qui venait ou ce qui ne venait pas du coup de ces intelligences, mais plein de gens les utilisent dans des cas où on ne s'en rend même pas compte. Et peut-être que finalement, même ce TEDx, j'ai pu le faire grâce à ChatGPT. J'ai pu lui demander plein de trucs et derrière, pouvoir faire toute cette présentation. Merci.